Est-ce qu'un jour dit, les hommes se sont assis en rond dans une clairière pour se dire qu'il fallait mettre de l'ordre dans ce souk qu'était leur société, instituer des lois, instituer un pouvoir? Certes, non. Cependant, tous nos États sont construits sur la base d'une convention, d'un accord passé entre les citoyens, ce que Jean-Jacques Rousseau appelle le contrat social. L'existence d'une société est un phénomène qu'on pourrait dire naturel, puisqu'il ne dépend pas de la volonté des hommes, il ne dépend pas d'une décision humaine. L'État, qui fait suite à la société lui préexiste. Lui, en revanche, est lié à une décision humaine. Il est une institution qui se fonde sur des écrits, en général, des écrits de forme conventionnelle, comme par exemple notre Constitution. Ces conventions qui fondent les États reposent essentiellement sur un principe, le principe de délégation de pouvoir. Les règles sont fixées par un souverain ou par des citoyens. Ensuite, on charge un individu ou un groupe, un corps d'individus, les élus par exemple, d'appliquer, de faire respecter ces décisions, ces lois. Comment passe-t-on de la société à l'État? Comment passe-t-on de lois tacites à des lois écrites soutenues par un pouvoir, sa police, sa justice? Deux philosophes ont tenté une réponse. Ils s'opposent à leur point de départ. Ils s'opposent sur leur conception de l'être humain. Pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'est que violence et que ce que résout la constitution d'un État, c'est la gestion de cette violence. Si l'on ne fait rien, Hobbes nous dit que c'est la guerre permanente de tous contre tous, pour assurer la sécurité de chacun. Les citoyens vont abandonner leurs droits, vont abandonner leur liberté dans les mains de qui? Dans les mains du plus fort, celui qui est à même de faire respecter la sécurité de chacun. C'est donc l'État, le souverain. C'est un État, on le voit, dictatorial. Il a tous les pouvoirs, il fait peur aux citoyens. C'est parce qu'il fait peur qu'il a tous les pouvoirs. Et il le compare à un monstre mythique qu'on appelle le Léviathan. La sécurité de l'État et des citoyens est donc assurée grâce à un sentiment de peur qui naît de la toute-puissance du souverain, qui naît du fait que le souverain est le plus fort. Rousseau, le second philosophe, a proposé une vision de cette convention qui fait naître l'État, dit mais on n'est jamais toujours le plus fort. Il peut toujours arriver quelqu'un de plus fort que vous. Et on ne peut donc pas bâtir un État sur cette idée. Le plus fort, dit-il, n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Donc, il va falloir qu'il propose, lui, une solution où l'État ne tient pas sur la peur, mais au contraire, l'État tient sur la conviction personnelle de chacun des citoyens. Ce que Rousseau fait là, c'est ce qu'on vous demande de faire dans une dissertation lorsque vous passez de la thèse à l'antithèse, c'est-à-dire faire la critique interne de la thèse, trouver la faille, trouver la contradiction interne, et non pas venir appliquer de l'extérieur une morale et des règles qui ne sont pas celles de la thèse. Hobbes appuie sa théorie sur le fait que c'est le plus fort qui doit avoir le pouvoir et qu'ainsi il assurera la paix, il empêchera la barbarie, il empêchera la guerre. Or, si le plus fort n'est pas toujours le plus fort, à nouveau, il y aura des luttes de pouvoir, des guerres et de la barbarie. Le point de départ de Rousseau est diamétralement opposé à celui de Hobbes. Loin d'affirmer que l'homme est un loup pour l'homme, il affirme au contraire que l'homme est naturellement bon. C'est ce qu'on appelle le mythe rousseauiste du bon sauvage. C'est la société, dit-il, qui pervertit l'homme. Comment? À un moment, il ne suffit plus de cueillir les fruits, de manger ce que la nature nous procure. On est trop nombreux sur Terre, il va falloir cultiver. À ce moment-là, on est obligé d'avoir une propriété.
vous ne pouvez pas laisser à la propriété commune le champ que vous avez semé. Pour gérer la propriété privée et les conflits qui peuvent naître de cette propriété privée, les hommes vont devoir effectivement construire des règles et des lois ensemble. Et là, on va s'opposer à Hobbes. Il est hors de question pour Rousseau d'abandonner sa liberté dans les mains d'un souverain violent et dictatorial. Il faut, dit-il, que les hommes obéissent aux lois, non pas par peur, mais parce qu'ils sont convaincus que ces lois sont les bonnes. Et plus encore, parce qu'ils sont convaincus que ce sont leurs propres lois auxquelles ils obéissent. La phrase que nous avions citée tout à l'heure, en voilà la fin. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, critique de Hobbes. Si, proposition de Rousseau, il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Devoir, ça veut dire morale. La morale m'oblige à appliquer cette loi. Il ne s'agit plus d'obéissance. J'obéis à ma propre loi. Avec Hobbes, le citoyen est contraint à l'obéissance à la loi. Avec Rousseau, il y est obligé. La différence, si la police vous amène en prison avec des menottes, il s'agit d'une contrainte. Pourquoi? Parce que ça vient de l'extérieur. En revanche, vous vous sentez obligé de respecter vos parents, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Dans son ouvrage Le contrat social, Rousseau, en fait, a donné les bases qui, aujourd'hui encore, servent à nos démocraties modernes. Démocratie, pouvoir du peuple. Il dit, dans cet ouvrage, arrivé à ce point, les hommes sont obligés de trouver un système, une organisation qui à la fois assure la sécurité de chacun, mais conserve la liberté de chacun. Il faut pouvoir obéir en étant libre. Mais si c'est la démocratie, c'est le peuple qui a fait les lois, lorsque le peuple obéit aux lois, il n'obéit qu'à lui-même, et c'est la définition même de la liberté. Pour que le citoyen se sente obligé d'obéir à la loi, obligé moralement, c'est qu'il est convaincu que cette loi est bonne, que cette loi est la meilleure possible. Et comment l'est-il? Par un processus un peu difficile que nous présente Rousseau et que je vais tenter de vous expliquer. Il s'agit de l'exercice de la volonté générale. Pour Rousseau, lorsque des gens sont réunis en tant que citoyens et non pas en tant qu'individus privés, défendant leurs intérêts particuliers, ces citoyens-là, réunis ensemble, vont choisir en fonction du bien commun. Ils vont exprimer une volonté générale qui est différente de la volonté de tous, de l'addition des volontés. Et le bien commun est différent de l'addition des biens, de la somme des intérêts particuliers. C'est difficile et voilà un exemple pour mieux comprendre. Imaginons notre sympathique conseil municipal face à un problème. En aval de leur commune, il y a des populations qui quasiment meurent de sécheresse. Ce qui le sauverait, ce serait de faire un barrage sur leur territoire. Ce barrage va léser la quasi-totalité des habitants de la commune et notamment des élus qui vont voter. Eh bien, pour Rousseau, la volonté générale va choisir le bien commun, va choisir de léser les intérêts particuliers de chacun pour obtenir un bien commun, c'est-à-dire le barrage. Vous trouverez ces idées dans cet extrait du contrat social. Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale, entre le bien commun et les intérêts particuliers. Nous ne vivons pas, hélas, en démocratie directe et les lois ne sont pas prises par consensus, mais par majorité. Les minorités sont écrasées. Est-ce que tous les États ne sont pas, y compris la démocratie, des États despotes? Nous verrons cela dans la vidéo suivante.